Culture Soccer. Culture Soccer. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast MLS is Back sur Culture Soccer. Comme d'habitude, au micro, à l'animation, Adi Raphaël, toujours présent. Et je suis rejoint aujourd'hui par, encore une fois, le maestro, Mathias Van Halst. Salut Mathias, ça va bien aujourd'hui? Salut à tous, ça va, oui. Le nombre de matchs va commencer à diminuer, donc c'est un peu triste par contre. Oui, j'espère que la saison régulière va reprendre bientôt. Exactement, on attend encore, on est toujours au stade de la rumeur, comme on disait avant en off, toi et moi. Donc rien d'officiel encore à se mettre sous la dent pour le retour de la saison régulière. Mais bon, ça a l'air que les discussions se multiplient parce que je pense que tout le monde veut que ça reprenne. Après, il faut voir avec les gouvernements des deux pays. Il faut voir aussi avec la situation sanitaire, voir exactement qu'est-ce qui serait le meilleur pour la ligue et pour les joueurs, pour la santé des joueurs et des coachs et ainsi de suite. Donc, on attend impatiemment et on vous laissera savoir, bien évidemment, dès qu'on a un peu plus de nouvelles. Par contre, hier, on avait les deux derniers quarts de finale de ce tournoi MLS is Back. On va en parler, toi et moi, Mathias. Si jamais il y a du monde qui ont sûrement écouté nos podcasts auparavant. Et oui, je suis à juste 1 sur 4 dans mes prédictions pour les quarts de finale. Donc, on va commencer par le premier match qui se déroulait hier soir entre les Earthquakes de San Jose et Minnesota United. J'avais pris pour San Jose, moi personnellement, et finalement c'est Minnesota qui s'est imposé sur le score de 4-1. Mathias, quelle était ton impression avant ce match-là? Est-ce que tu t'attendais à un tel résultat en faveur de Minnesota? Non, quand même pas. Je m'attendais à ce que San José nous montre plus de choses, honnêtement. Parce que l'équipe avait été, oui, certes assez folklorique, mais nous avait quand même beaucoup amusé pendant ce tournoi-là, que ce soit offensivement ou parfois défensivement. Et là, le plaisir offensif avec San José, on ne l'a pas vu du tout, de la première à la 90e plus arrêt de jeu minute. Donc, c'était un petit peu étonnant de leur part, mais je pense que Minnesota n'y est pas pour rien non plus. Oui, effectivement, Minnesota a un peu surpris tout le monde. Déjà, ils ont surpris quand ils ont éliminé Columbus, qui était l'équipe qui n'avait pas perdu encore. Puis là, ils surprennent encore. On s'entend que San Jose, c'était un peu on va dire le petit poussé un peu de ce tournoi-là. Personne ne les voyait performer aussi bien que ça. Puis finalement, on voit que Minnesota a juste fait pchit et a vraiment éteint la flamme en s'imposant hier soir. Moi, je m'attendais vraiment à un match serré avec San Jose qui gagne c'est peut-être 2-1 ou 3-1 sur une contre-attaque à la fin. Donc, je m'attendais à quelque chose comme ça. Par contre, c'était pas ça. C'était pas ça du tout. On va parler, bien évidemment, comme d'habitude, des 11 de départ en premier. Donc, on avait du côté de San Jose, Daniel Vega dans les buts, Tommy Thompson à droite, Kashia et Alanis en défense centrale, comme d'habitude. À gauche, Nick Lima. Les deux milieux de terrain dans le cas de 3-1, Judson Jackson-Yule. Les trois milieux offensifs, Christian Espinoza, Eriksson en tant que numéro 10, Vako à gauche. Et en attaque, Andrés Rios. Du côté de Minnesota, des petits changements. Du côté de San Jose, c'est le 11 normal. Du côté de Minnesota, on avait Tyler Miller dans les buts. À droite, on avait Hassani Dotson qui était là, même si Yakori Hayes, de temps en temps, glissait à cette position-là. On en parlera un peu plus tard. On avait José Aja et Michael Boxell en tant que défenseurs centraux. À gauche, Chase Gasper, toujours comme toujours. Dans le 4-1 de Adrian Heath, on avait Osvaldo Alonso en tant que numéro 6. Ethan Finlay sur la droite, Robin Lod sur la gauche. Les deux milieux de terrain, Jan Gregus, Yakori Hayes. Et comme on l'a dit, Hayes, à un moment donné, on l'a vu en tant que latéral. Et puis en pointe, on avait Luis Amaria, l'attaquant paraguayen. T'as pensé quoi de ces deux 11 de départ? Il faut pas oublier que Romain Métanire, l'actuel latéral droit, était blessé pour Minnesota. Donc c'est pour ça qu'on a vu des changements à cette position-là, n'est-ce pas? Oui, alors du côté de San José, on va faire rapide, hein, c'est le même 11, donc il n'y avait pas de surprise. On en avait parlé lors d'une émission précédente. On se demandait si Almeida allait faire quelques changements parce que bon, Rios, c'est pas toujours génial devant, mais bon, c'est son 11, il y tient, puis ça ne bougera pas. En tout cas, maintenant, ça ne bougera plus au tournoi vu qu'ils sont plus là. Du côté de Minnesota, par contre, c'était notre ami Adrian Heath nous a encore réservé des surprises.
puisque Dodson, on s'attendait à le voir remplacer Molino, parce que bon, Molino, ça fait quand même l'un ou l'autre match qui n'est plus là, mais il est sur le banc, donc il se rétablit petit à petit. On se demandait s'il serait en état de commencer le match ou non. Bah, il ne l'était pas. Et donc, lors des dernières rencontres, c'est Dodson qui l'a remplacé en tant que milieu offensif. Et là, bah, Dodson, il a remplacé Métanire comme arrière droit. Énorme surprise, mais surprise très réussie parce qu'il a fait un excellent match. Il a même été élu joueur du match par la MLS, et donc c'est Ice qui jouait milieu offensif ou box-to-box, mais ça a permis, on en reparlera aussi, je pense, de donner de l'espace aussi à Gregus, qui a aussi fait un très bon match. Et donc, c'était peut-être inattendu. Je pense que s'il avait fallu parier là-dessus, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'aurait fait, mais ça a très bien marché. Adrianit nous a encore sorti quelque chose de son chapeau avec succès. Ouais, effectivement, il nous a sorti quelque chose. Il a vraiment, moi qui n'ai pas un gros fan d'Adrianis, je sais que toi tu es un fan, mais moi je suis pas un gros fan d'habitude. Écoute, il m'impressionne tactiquement dans ce tournoi. C'est une équipe que j'aime beaucoup, Minnesota, déjà sur papier. Et puis maintenant, on voit qu'ils sont capables tactiquement de faire du sens. On a remarqué que bon, il y a plusieurs joueurs techniques que Adrian Heath n'a pas aimé depuis qu'il est à Minnesota. On avait Quintero qui était un peu le chouchou des supporters, qui est parti. On a parlé auparavant avec toi, je pense, de Thomas Chacon, qui lui aussi n'est pas d'habitude choisi par Adrian Heath. Et pourtant, les fans, ils l'aiment bien, ils veulent voir ces joueurs techniques-là. Par contre, écoute, tant que l'équipe gagne, ben, l'équipe gagne. C'est aussi simple que ça, finalement. Par contre, puis je voulais juste rajouter quelque chose, c'est qu'on parlait de Chacon l'autre fois, peut-être qu'il n'est pas en état non plus, puisqu'il n'était pas sur le banc hier. Effectivement, il y avait en fait, c'était très court. Le banc était très court du côté d'Adrian Heath. Hein. Il y avait juste 9 joueurs sur le banc, tandis que du côté de San Jose, il y en avait 12. Donc, c'est déjà bien d'en avoir 9. Hein. Bon, évidemment, c'est les règlements du tournoi qui permettent d'en avoir 12. Mais même déjà 9 joueurs sur le banc, c'est beaucoup. Il y a deux gardiens. Il y a deux gardiens. Oui, 8, c'est vrai. Ouais. Mais je vais faire mon vieux de chez vieux, mais j'ai connu une époque où il y avait 2 changements autorisés et seulement 3 joueurs sur le banc. Donc, c'était pas en MLS, mais c'était autre chose. Là, il fallait choisir. Il y avait même des entraîneurs qui choisissaient de ne pas avoir de gardien sur le banc à l'époque parce qu'il fallait faire des choix assez difficiles. Oui, il n'y a pas très longtemps aussi, dans certaines coupes nationales, tu avais juste le droit à 5 joueurs sur le banc aussi. Et ça, c'est il n'y a pas longtemps, hein, je te parle de 5 à 10 ans, c'était pas très très ancien. Hein, je pense que c'était en Coupe de France, où tu avais le droit à juste 5 personnes sur le banc, dont un gardien. Tu étais obligé d'avoir un gardien, donc tu avais 4 joueurs sur le banc, puis tu avais le droit aux 3 changements. Donc, bref, tu as raison, il y a beaucoup de changements depuis ce temps-là et ça a commencé, on l'a vu en Italie en premier il y a quelques années où ils ont autorisé beaucoup plus de personnes sur le banc. Puis je trouve que c'est une bonne chose parce que ça donne un peu plus de liberté tactique aux entraîneurs, de changer les choses, de brasser les cartes et de rendre encore plus ce jeu d'échecs moi je l'appelle le jeu d'échecs entre 2 entraîneurs, un peu plus relevé où l'entraîneur a beaucoup plus de mérite dans les résultats de son équipe. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui et non, c'est que quand il y a moins de joueurs sur le banc, l'entraîneur doit faire les choix avant. Ouais. Donc, c'est aussi très intéressant parce que là, il a intérêt à bien préparer son match, son plan de match et toutes les options avant que ça commence. Et il a beaucoup plus de responsabilités, je trouve, que de pouvoir changer plus ou moins tout et n'importe quoi en fonction des circonstances. Là, c'est pas les circonstances qui vont l'obliger, c'est déjà des choix effectués avant. Il faut y penser avant aux circonstances et tu as beaucoup moins le droit à l'improvisation quand tu as moins de joueurs sur le banc. Donc, moi, je suis plutôt partisan de bancs plus légers. Ah, ok. Non, moi, c'est plus le contraire parce que je me dis que si jamais tu as raté ta préparation, ben, c'est fini. Le match est à jeter aux poubelles. Tandis que là, tu peux au moins te raviser, puis à ce moment-là, réagir, puis changer les choses, ce qui rend un match, finalement, la plupart du temps, le match, tu as tendance à pouvoir te rattraper. Et si jamais tu n'as pas pu te rattraper, ben, à ce moment-là, ben, c'est ton erreur. Puis tu peux blâmer le fait que ben, j'avais pas trop le choix. Si, tu avais le choix, mais tu n'as pas réussi à trouver le bon choix. Voilà, c'est mon point de vue à moi de ce point de vue-là. Mais petit clin d'œil, j'en ai parlé même lors du dernier podcast, ce podcast qu'on a enregistré hier. Petit clin d'œil, juste pour vous mettre au courant, tu as dit, Mathias, que le joueur qui a été nommé joueur du match, c'est Hassani Dodson. On avait Chase Gasper aussi sur le terrain hier. Comme quoi, la draft sert à quelque chose, hein?
Oui, mais sans la draft, les joueurs seraient arrivés autrement aussi, probablement. Donc, effectivement, tu as des joueurs qui arrivent comme ça, mais il y en a quand même de moins en moins. Et les écoles de jeunes des clubs sont de plus en plus performantes également. Donc, ces joueurs, on le voit avec le temps, sont quand même de moins en moins nombreux à briller. Évidemment, il y a quand même, faut pas oublier que c'est des choses qui se passent sur le long terme, sur plusieurs années. Donc, quand un joueur choisit de passer par le circuit universitaire, le circuit étudiant, il fait un double choix déjà. Il fait un choix d'études aussi, et si jamais le foot ne marche pas pour lui, il a toujours l'autre choix à côté. C'est une chose. Donc, et il a pas il a moins de garanties, je pense. Et l'autre point, c'est que ça s'étale sur plusieurs années. Donc, c'est des joueurs qui ne sont pas arrivés là maintenant. C'est des joueurs qui ont fait ce choix il y a 4 ans. Donc, on va voir un petit peu comment les joueurs qui maintenant choisissent d'être dans les écoles de jeunes du club et donc qui ne vont pas forcément aller à l'université, en tout cas qui ne vont pas être éligibles au Super Draft, vont faire évoluer ça. Ouais, effectivement. Mais n'empêche, il y a quand même deux joueurs qui ont vraiment très bien performé, les deux latéraux du côté de Manchester United. Donc, jusqu'à maintenant, comme tu l'as dit, oui, c'est sûr que c'est moins performant. Avant, tous les joueurs repêchés de la draft étaient presque titulaires dans la plupart des équipes au début de la MLS. Mais maintenant, tu peux quand même, sur le premier tour, repêcher de très bons joueurs. Hein. Donc, on le voit avec Dodson, Oui, on tu voit peux, avec mais Chase Gasper. c'est de plus en plus, je ne vais pas dire un hasard, mais quand tu regardes, forcément, tu vas toujours en trouver. Il y a toujours des bons joueurs qui vont passer par là. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça qui disent ah, c'est bien. Oui, il y en a des bons. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours. C'est évident parce qu'il y a toujours des joueurs qui passent à travers les mailles du filet. Mais combien il y en a en pourcentage de joueurs qui sont repêchés au premier tour, qui sont performants et qui deviennent titulaires par rapport à des types qui disparaissent complètement de la circulation? Il y en a de moins en moins. Oui, c'est sûr. Il y en a de moins en moins, mais il y a quand même une réussite de peut-être 30-40%, ce qui est pas mauvais, je trouve, selon moi. Bref, mais parlons de ce match-là. Parlons de ce match-là parce que on l'a dit, une victoire un peu, on va pas dire surprise, mais en fait la manière dont s'est déroulé le match, une victoire de 4-1 du côté de Minnesota. Je te laisse analyser le match et parler un peu de ce match-là qui a été vraiment très étonnant, en commençant bien évidemment par une superbe remise de la tête de José Aja pour Robin Lod au deuxième poteau qui se retrouve et qui met le ballon au fond. Donc c'est quand même assez intéressant comment ça a commencé. Puis quelques secondes plus tard, le deuxième but de Jacori Hayes sur une grosse erreur du gardien Daniel Vega qui relâche le ballon sur un tir pas très très fort. Donc bref, est-ce que tu penses que le fait de marquer but sur but pour Minnesota, c'est ça qui a débalancé ce match-là? Ou est-ce que tu penses, selon toi, que en fait, non, dès le début, on voyait San Jose qui était un peu, pas aussi tranchant que ce qu'on a vu depuis le début du tournoi? Je dirais que c'est entre les deux. Entre les deux, dans la mesure où San José peut se réveiller d'un coup et passer du ridicule à la folie offensive et à marquer des buts et à s'en sortir, on ne sait pas trop comment. Mais là, les deux buts coup sur coup, ça leur a quand même cassé les pattes. Ça, c'est une certitude. En revanche, pendant 20 minutes, on voyait qu'il y en avait quasiment que pour Minnesota. San José n'était nulle part et San José avait du mal à trouver des solutions. Il y a des joueurs qu'on voyait beaucoup moins que d'habitude. On jouait quasiment tout le temps dans le camp de San José. Les joueurs offensifs de San José qui devaient travailler, notamment les latéraux, pour aider, mais ils ne le faisaient pas. Ils ne savaient pas trop comment se comporter. Est-ce qu'on attend devant pour essayer de faire mal en contre? Est-ce qu'on veut garder nos forces? Est-ce qu'on doit aller un peu s'essouffler pour essayer de récupérer les ballons? Sauf que ils étaient un petit peu perdus et c'était complètement désorganisé. Et ça l'a été encore plus en deuxième mi-temps quand ils ont couru après le score. Et donc, de ce côté-là, c'était quand même compliqué dès le départ. Et Minnesota a trouvé la parade pour embêter San José. Et il faut rajouter aussi sur ces deux buts, on ne saura jamais évidemment la vérité. Il ne faut pas oublier que le gardien de San José, Vega, qui a été pas très bon sur ces buts-là, et ni par la suite, s'est blessé au dos en début de match. Est-ce qu'il était complètement rétabli ou est-ce que sa blessure lui faisait, on va dire, pas assez mal pour devoir sortir, mais le gênait suffisamment pour ralentir légèrement ses réflexes sans à la limite qu'il s'en rende compte
Hier sur Twitter, je ne sais plus avec qui on discutait, puis quelqu'un qui disait ouais, mais s'il a encore mal, il aurait dû demander sa sortie. Puis je faisais la comparaison avec un conducteur qui n'a pas trop bu, qui se sent en toute bonne foi en état de conduire, mais dont les réflexes sont amoindris. Et si jamais il y a un enfant qui traverse la rue rapidement, bah, il va lui rentrer dedans et il va provoquer un accident très grave. Donc, c'est évidemment, bon, là, il n'y a pas mort d'être vivant, mais c'est un peu le parallèle que je voulais faire dans la conscience, la bonne foi et les réflexes amoindris. Ouais, effectivement, je comprends ton parallèle et je trouve quand même très intéressant. C'est sûr que surtout en fait, n'importe quel joueur sur le terrain pour un match à élimination directe, selon moi, devrait avoir je sais pas, devrait avoir en fait le professionnalisme nécessaire pour dire, écoute, je suis blessé, je suis amoindri, peut-être que à ce moment-là, pour le bien de l'équipe, je devrais céder ma place. Et c'est ça qui est dommage. Après, bon, tu regardes un joueur comme Daniel Vega, c'est un joueur, et on en a parlé, je pense, dans un podcast, toi et moi, c'est un gardien de 36 ans qui a fait la plupart de sa carrière en USL ou avant de faire le saut en MLS. C'est un peu sa chance, puis il a déjà été critiqué sur ces 2 dernières années, depuis que Mathias Almeida le met devant James Marcinkowski ou d'autres joueurs. Est-ce que je pense que peut-être qu'il a eu peur de, si jamais je sors, peut-être que l'autre gardien va faire un énorme match, puis je vais perdre ma place pour toujours. Donc, c'est peut-être aussi ce côté-là où, tu sais, à 36 ans, peut-être tu te poses ce genre de questions-là en disant non, je vais taffer, je vais essayer d'être le plus performant possible, puis écoute, advienne que pourra. Mais bon, au grand détriment de l'équipe finalement, au grand détriment de l'équipe. Mais par contre, parlons un peu de la tactique du côté de Minnesota. Tu en avais parlé quand on avait commenté le match entre Vancouver et San Jose, puis tu avais dit quelque chose de très intéressant en disant que d'habitude, Vancouver, ils ont réussi à trouver le moyen de contourner cette équipe des Earthquakes en passant beaucoup par les côtés. Donc, vraiment, parce que la tactique de Mathias Almeida laisse beaucoup d'espace sur les côtés. Minnesota a fait presque la même chose, hein, vu que tu vois, on a dit Anthony Dodson est l'homme du match de ce match-là avec 2 passes décisives et qui jouait en tant que latéral droit. Donc, l'exploitation de ces côtés-là, c'est ça qui amène une certaine victoire du côté quand tu affrontes une équipe de Mathias Almeida et surtout des Earthquakes de San Jose. Est-ce que pour toi, c'était vraiment la clé du match réussi par Adrian Heath? Je vais pas dire non, en fait, je vais t'expliquer pourquoi. Oui, c'est la clé du match, mais quand je dis réussi par Adrian Heath, pas sur ce match-là, parce que c'est une habitude, notamment le flanc droit de Minnesota est extrêmement performant. Ouais. Déjà, faut pas oublier qu'ils avaient gagné 5-2, 2-5 à San José en mars, deuxième journée de championnat, et ils avaient déjà marqué 2 buts en passant par ce flanc-là. Mais la semaine d'avant, ils avaient battu Portland 1-3 à Portland. Ils avaient déjà marqué 2 buts en passant par ce flanc-là aussi. Contre Kansas City, ils ont marqué comme ça aussi. Contre Colorado, dans le tournoi, ils ont marqué par ce flanc-là aussi. Contre Columbus, ils ont marqué en passant par ce flanc-là. Bon, ça, c'était sur un corner, donc c'est différent. Mais dans le cours du jeu, quand même, le flanc droit de Minnesota est extrêmement performant de tout temps. Alors, je pense que ce qu'Adrian Heath a réussi sur ce match-là, c'est de remplacer Métanire par Dodson, qui a été extrêmement performant et qui a apporté ce que Métanire apporte d'habitude aussi, pour ne pas affaiblir ce flanc droit et pour garder finalement les bonnes habitudes de jeu de Minnesota. Et ça a vraiment payé. Donc, c'était pas comme « Ah oui, San José est un peu faible sur les flancs, leur marquage individuel et tout, on va l'exploiter comme ça. » C'est notre identité de jouer comme ça, on va continuer. Et malgré le fait que notre arrière droit qui monte beaucoup, qui apporte beaucoup, est absent, on va trouver une manière de le compenser. Et donc, ce n'était pas forcément en fonction de l'adversaire, mais c'était plus en fonction de l'idée de jeu qu'Adrian Heath se fait. Oui, effectivement, et puis tu l'as dit, l'absence de Romain Métanire, on s'entend, c'est quand même le latéral, un des meilleurs en MLS, bon, avec d'autres comme Tanner Holm, par exemple, que j'aime beaucoup, mais un des meilleurs latéraux de la Ligue au complet. La preuve, il faisait partie du All-Star Game l'année passée, donc grosse pièce qui manquait du côté de Minnesota et pouvoir trouver un moyen de le remplacer aussi bien ou peut-être mieux par Anthony Dodson, qui avait l'habitude de jouer au milieu de terrain au début de ce tournoi, même si de formation c'est plus en latéral, ça prouve qu'effectivement, et ça renforce un peu ton point, c'est que c'est la tactique qui aide beaucoup et non pas juste la qualité du joueur.
c'est du joueur compte, mais la tactique aide beaucoup de pouvoir être aussi performant sur ce côté-là, avec Ethan Finlay juste devant, qui est quand même toujours bon. Après, il a tendance à un peu disparaître durant les matchs, mais il a l'air toujours bon. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné de ton côté, à ton avis, Mathias, dans ce milieu de terrain de San Jose? On a vu depuis le début du tournoi, en tout cas moi, j'ai encensé plusieurs fois Jackson Yueill, qui a été extraordinaire dans la plupart des matchs. Sur ce match-là, on l'a senti, il avait du mal à vraiment s'imposer au milieu de terrain de San Jose. C'est quoi qui a fait en sorte que Jackson Yueill n'a pas pu vraiment briller dans ce match-là, tout comme Magnus Eriksson aussi en tant que numéro 10? Je vais presque dire Osvaldo Alonso. Et Jan Grégouche aussi, on va sûrement encore en reparler. Et je pense la tactique d'ensemble aussi, il ne faut pas oublier que Adrian Heath, il avait trouvé le moyen de museler Zelarayan contre Columbus. Donc, bon, Jackson Yueill à côté de Zelarayan, c'est pas grand-chose, sans vouloir lui manquer de respect. C'est plus pour encenser Zelarayan. Et donc là, par contre, je pense que oui, il y avait un plan de Minnesota pour prendre le dessus sur l'entrejeu de San José. Et ils ont beaucoup travaillé à la récupération. Et comme San José, c'est une équipe qui aime avoir le ballon, qui aime faire le jeu, qui aime construire et s'installer dans le camp de l'adversaire. Minnesota aussi, le plan de match de base, c'était ça, c'était gagner la bataille de l'entrejeu, s'installer dans le camp adverse et un petit peu perturber les habitudes de San José. Et ça, on en parlait justement tout à l'heure avant les 2 premiers buts des 20 premières minutes. Ça, c'est ce que Minnesota a réussi, entre guillemets, de mieux et qui a déjà commencé à faire pencher le match en sa faveur. Et évidemment, après, les 2 buts coup sur coup ont aidé. Oui, effectivement. Et pourtant, beaucoup de monde pensait que pour pouvoir battre San Jose, il fallait, vu qu'ils sont habitués à avoir la possession, il fallait vraiment leur priver de ballon. Non, Minnesota a montré que non, pas besoin. Il fallait juste faire en sorte, comme tu l'as dit, de museler un peu l'entrejeu parce que la possession était vraiment en faveur de San Jose. Et il y a une chose aussi qui a été dite par les commentateurs sur ESPN que j'ai bien aimé. On a remarqué que Minnesota a été vraiment joué de manière, au lieu d'avoir un bloc compact, joué vraiment, il y avait beaucoup d'espace entre les joueurs. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui est pour toi une tactique qui est efficace par rapport à San Jose, qui a tendance à un peu jouer un peu plus compact? Donc le fait d'élargir un peu le bloc fait en sorte de perturber un peu cette machine d'Almeida? Oui, aussi. Puis, il y avait beaucoup d'espace, mais c'était un peu en accordéon, donc ça se rapprochait quand il fallait, ça s'éloignait quand il fallait. Et de nouveau, San José avait le ballon, certes, mais on avait l'impression qu'on n'arrêtait pas de jouer dans leur camp parce que finalement, ils n'ont jamais été très très hauts, ils n'ont jamais été très menaçants pour Minnesota. Donc c'était assez paradoxal de voir les statistiques de possession de balle et l'endroit où on jouait, parce que San José avait le ballon, mais il n'en faisait absolument rien, alors que quand Minnesota avait le ballon, tu avais toujours l'impression que c'était dangereux. Et on sentait quand même à la mi-temps, on se disait, oui, c'est tout à fait mérité. Minnesota a largement dominé la première période. Miller n'a pas eu énormément d'interventions à faire. Pourtant, c'est San José qui avait le ballon la plupart du temps, mais ça ne se voyait pas. Donc, c'est clair que Minnesota a fait exactement ce qu'il fallait. Comme on le disait tout à l'heure, ils ont gagné la bataille de l'entrejeu. Puis pour le reste, après, San José n'a pas pu s'exprimer. Et donc, c'est une des choses, oui, qui a fait la différence. Parfait. 2 petits points assez rapides. En premier, on a parlé de ces 2 équipes-là depuis le début du tournoi, avec leur attaquant de pointe qui était un peu décevant, que ce soit Andrés Rios du côté de San Jose ou Luis Amaria du côté de Minnesota. Bon, Amaria était un peu moins décevant, mais quand même, c'est quand même un joueur qui était venu avec une grande feuille de route disant que c'était le joueur qui pouvait marquer une vingtaine de buts durant l'année. Pour moi, Amaria s'est presque fait pardonner. Bon, il faut dire, il a marqué ce but-là sur une grosse erreur de Daniel Vega, selon moi. Rios, toujours aussi transparent. Est-ce que tu peux nous parler de la performance de ces 2 attaquants, à ton avis, à toi? J'ai failli tweeter à la mi-temps. Minnesota mène 2-0, c'est largement mérité. Et en plus, c'est encore plus exceptionnel parce qu'il joue à 10, parce qu'Amaria, qu'est-ce qu'il fait sur le terrain, on se le demande. Ouais. Franchement, c'était la première mi-temps, c'était vraiment catastrophique de sa part. Il a perdu énormément de ballons.
C'était vraiment, 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 je ne vais pas dire triste à voir, mais il ne servait à rien. Ouais. Tandis que notre ami Rios a été quand même assez invisible. Il faut dire que le ballon n'arrivait pas souvent jusque chez Il est lui, tout le donc temps il a peut-être invisible. certaines circonstances atténuantes, mais à ce moment-là, si le ballon n'arrive pas jusqu'à toi, fais quelque chose, quoi. Puis là, on l'a pas vu, donc de nouveau la tactique d'Almeida a montré ses limites parce que une des choses qui a bien fonctionné du côté de San José aussi, c'était d'épuiser un petit peu l'adversaire, de demander à Rios en deuxième mi-temps de courir, on ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas de s'essouffler, d'essayer d'essouffler les défenseurs en vain, mais je pense que Minnesota ils ne se sont pas laissés avoir pour pouvoir faire monter après Uzun Vonolovski et profiter de la fatigue face aux jambes fraîches, même si elles sont un petit peu âgées dans certains cas, ou celles de Salinas. Mais là, ça n'a pas marché. Puis même si San José a réduit la marque en début de deuxième mi-temps, Minnesota a repris 2 buts d'avance. Puis San José n'y arrivait pas parce qu'en face, il y avait la tactique, puis tout ce qu'il fallait qui était nécessaire pour empêcher San José de nuire. T'as complètement raison et c'est drôle parce que t'as un peu dévancé ma deuxième question et c'était l'option papy, moi je l'appelle comme ça, l'option papy de Mathias Almeida avec Salinas Vonolovski qui rentre vers la 60e minute d'habitude. Ben, elle n'a pas fonctionné cette fois-ci, elle a fonctionné pendant tout le tournoi et puis cette fois-ci ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui a fait en sorte que voilà, ces deux vétérans-là qui ont été si efficaces pour la formation de Mathias Almeida ne l'est pas été cette fois-ci. Est-ce que, encore une fois, la réponse se trouve à l'entrejeu, la victoire de l'entrejeu du côté de Minnesota? Entre autres, je rajouterais encore Osvaldo Alonso là-dedans, tout simplement parce que San José, c'est une équipe qui aime faire le jeu, qui aime avoir le ballon. Évidemment, en deuxième mi-temps, ils ont quand même été plus offensifs, ils ont été davantage dans le camp de Minnesota, ils ont été beaucoup plus près de Miller. Mais Minnesota, c'est une défense qui est extrêmement bien organisée, et avec l'aide d'Alonso qui a empêché, et des joueurs offensifs qui ont davantage travaillé que les joueurs offensifs de San José aussi, qui ont empêché finalement de San José de développer son jeu habituel en possession de balle, et la défense de Minnesota est aussi bonne pour ça. Minnesota, défensivement, ils encaissent très peu sur des actions construites par l'adversaire depuis le début de la saison. Il y a une organisation qui a été apprise par Heath l'année dernière. Heath, c'est un entraîneur, moi je l'aime beaucoup parce que justement c'est un entraîneur, peu importe les équipes qu'il a, c'est un entraîneur qui veut développer du jeu positif, du jeu offensif, et il y a 2 ans avec Minnesota, je pense que ses intentions, l'équipe était tellement faible qu'il s'en est pris plein la poire et qu'ils ont encaissé 72 buts ou je ne sais plus combien. En tout cas, ils frôlaient, ou ils ont battu des records de buts encaissés. Et je pense qu'il a appris sa leçon l'année passée, mais il a beaucoup insisté sur l'organisation défensive. Et il y a eu une grosse amélioration, et cette année, il y a le retour des intentions de jeu offensive avec l'organisation apprise l'année passée, et ils en récoltent les fruits, Minnesota, et on l'a vu lors de cette deuxième mi-temps, notamment contre San José. Et il y a eu quelque chose de plus du côté de Minnesota qui a été très bien, c'est qu'il y a eu beaucoup de discipline défensive, parce que Minnesota, une de leurs faiblesses, c'est pas une énorme faiblesse, mais contre San José, qui est quand même bon sur les phases arrêtées, il fallait faire attention, c'est de concéder des phases arrêtées un petit peu stupides et peut-être d'encaisser après sur ces phases-là. Et là, ils ont réussi à être disciplinés derrière également, et San José, finalement, n'est pas arrivé à développer son jeu. Effectivement, et puis il y a aussi une bonne charnière centrale avec José Aja, Michael Boxall du côté de Minnesota qui est vraiment, moi, très sincèrement, m'impressionne dans ce tournoi. Je pensais que l'absence de Ike Opara allait être difficile à gober du côté de Minnesota, mais on le voit que ça marche très bien entre l'Uruguayen et le Néo-Zélandais en défense centrale. Bon, après, il y a de temps en temps des petits ratés, mais la plupart du temps, c'est quand même assez solide. Et dans le duel aérien, écoute, il y a presque rien qui passe à cette défense-là. C'est drôle parce que dans le podcast précédent, ou dans un des podcasts précédents, on disait que pour Kansas City, la perte de Ike Opara a été quand même grosse, et ils ont eu du mal à se retrouver une bonne charnière centrale depuis que Opara est parti. Du côté de Minnesota, ils ont pris Ike Opara, il n'est pas présent lors du tournoi, puis on voit pas de grosse différence. Donc,
On voit pas, la différence est là, mais elle est pas énorme. Et puis Minnesota arrive à quand même à rendre de très bonnes copies défensives, comme tu l'as dit. Donc voilà, du côté de ce match et de l'analyse de ce match, parlons un peu pour toi du meilleur joueur du match, du pire joueur du match dans ce match-là. Je pense qu'il y a plusieurs candidats pour les deux postes, donc je te laisse commencer. Je vais te laisser commencer avec le meilleur joueur du match Ok. parce que j'ai plusieurs choix, donc je vais peut-être prendre celui que tu ne prendras pas. On Celui verra. que je prendrai pas. Ben parfait. Ben écoute, je pense que tu l'as dit, tu l'as répété plusieurs fois. Même si Anthony Dodson a été choisi le meilleur joueur du match, pour moi c'est Osvaldo Alonso. Pouvoir faire en sorte d'éteindre et de vraiment réduire au silence ce milieu quand même assez performant du côté de San Jose, ben il te faut ce milieu défensif là qui est dominant, qui est capable de vraiment détruire un peu l'harmonie au sein d'un milieu de terrain. Et je pense que Alonso a vraiment accompli cette tâche de la meilleure des façons. C'est pour ça que, selon plusieurs, et je pense selon moi, c'est un des meilleurs milieux défensifs en MLS, si ce n'est pas le meilleur milieu défensif en MLS. Et toi? Ah, bah, de mon côté, bah, j'hésitais entre Dodson, qui a quand même été très impliqué sur les buts et qui a fait un très très bon match à l'arrière droit, et Yann Grégouche, puis je vais le donner à Yann Ouais. Grégouche, qui a eu beaucoup de liberté, qui a vraiment eu de l'influence un peu partout sur le terrain. Parfois il descendait, parfois il montait, parfois il restait plutôt au milieu, il allait à droite, à gauche, il n'a pas raté beaucoup de passes. Ses corners, c'était un peu moins bon par contre, mais dans le cours du jeu, il a eu beaucoup d'influence, et le fait aussi qu'à côté de lui, ce soit Ice qui joue plus box-to-box et qui a pas forcément un rôle aussi offensif que peut l'avoir un Molino par exemple. Je pense que ça lui a donné aussi de la liberté pour participer davantage offensivement et pour être peut-être encore plus impliqué dans le jeu qu'il est d'habitude. Déjà, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais hier, je l'ai particulièrement aimé. Oui, il a été excellent. En plus, il a eu sa transversale aussi, sur coup franc, il aurait pu encore alourdir la marque du côté de Minnesota. Il a été très bon. Puis, petite mention spéciale quand même à Hayes, pourtant, qui avait pas joué dans ce tournoi-là, ou très peu en tout cas, qui a quand même fait ce qu'il fallait faire, l'ancien de Dallas, qui a été quand même assez bon dans son rôle, bien évidemment grâce au travail de Alonso et Grégouche. Et pour le pire joueur, tu veux que je commence aussi? Non, je vais, Vas-y. parce que d'habitude, c'est l'invité qui commence, donc je vais respecter la tradition. Le pire joueur du match, je pense qu'on ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre que Vega. Il y en a quelques-uns qui ont été mauvais, mais Vega, avec ses erreurs, il doit avoir ce rôle. Et puis, je pense, on a parlé de sa blessure au dos tout à l'heure, mais il a déjà fait tellement d'erreurs par le passé que même si sa blessure au dos ne le gênait pas, il aurait pu les faire, ces erreurs-là. Ouais, non, effectivement, il est chancelant, on va dire ça comme ça, ou comme on dit au Québec, ça fait dur. Parce que c'est difficile de voir Vega dans les buts. Après, bon, il fait de bons matchs, de bons matchs de temps en temps, mais quand il fait un mauvais match, il fait un mauvais match et puis ça coûte à son équipe. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Et il y a, comme tu l'as dit, d'autres joueurs qui n'ont pas fait un bon match. Je peux penser à Andrés Rios, même du côté de Minnesota, tu peux parler de Amaria malgré son but où il a été mauvais en première mi-temps. Donc, ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. Pour Daniel Vega, donc voilà pour ce premier match-là. Donc, Je voudrais rajouter quelque chose au sujet de ce match-là. Je trouve, parce que tout à l'heure on parlait d'Adrian Heath, puis je voudrais le féliciter entre guillemets, parce que ça fait quand même 2 matchs de suite qui donnent une leçon à son adversaire, une leçon tactique. La première, et à tout le monde en fait. Et j'ose croire que beaucoup d'équipes vont avoir regardé ces 2 matchs. La première, évidemment, c'était contre Columbus, comment museler Zela Ryan. Et hier contre San José, je trouve, avant le match, je regardais un petit peu les 2 équipes, puis je réfléchissais, puis je me disais, mais ces 2 équipes qui ont les mêmes intentions de jeu, qui veulent faire exactement la même chose avec le ballon, passer par les côtés, jouer, poser le jeu, garder le ballon, s'installer dans le camp de l'adversaire. Et en fait, Minnesota et San José, Minnesota, en fait, c'est un San José organisé, ou San José, c'est un Minnesota désorganisé. Donc, je pense que Almeida, s'il regarde le match et qu'il réfléchit un petit peu à son équipe, il va se dire qu'il aura peut-être intérêt à être un peu moins foufou, un peu moins farfelu et un peu plus organisé, parce que finalement, ce que l'équipe d'en face a fait pour me battre, c'est jouer comme j'ai envie de jouer, mais avec davantage d'organisation, que ce soit en possession de balle ou en perte de balle. En tout cas, bonne chance pour faire changer d'avis Mathias Almeida. Je ne pense pas que c'est le genre de personne qui revient un peu sur ses décisions, même s'il l'a dit à un moment donné, quand ça allait mal dans le vestiaire et quand les résultats ne suivaient pas l'année passée.
il a dit, écoute, moi, je veux rien changer. Il a dit aux joueurs, celui à qui ça plaît pas, il peut s'en aller. Je trouverai une porte de sortie pour lui. Puis les joueurs ont dit, j'ai pas le choix. On va le suivre. On a décidé de faire confiance à Almeida. Puis bon, finalement, ils ont eu un bon tournoi malgré l'élimination. C'est quand même un bon tournoi du côté de San Jose. Oui, c'est clair que le bilan va être très positif. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, évidemment, dans la façon de jouer, marquage individuel, marquage en zone, etc., c'est différent. Mais dans les intentions de jeu, il y a beaucoup de points communs entre Minnesota et San Jose. Et je pense que Almeida peut quand même apprendre des choses de cette défaite-là. Pas pour changer ses idées, justement, parce que les intentions sont les mêmes, mais juste pour peaufiner et apporter quelques ajustements qui sont pas... qui vont pas l'éloigner quand même de sa philosophie propre, mais qui vont juste lui permettre de faire un ou deux petits pas en avant et qui vont faire la différence, qui vont peut-être apporter 4 ou 5 points sur l'ensemble de la saison, mais des points qui pourront être précieux. Ouais, effectivement. Espérons qu'il t'écoute. J'en doute très fort, mais espérons qu'il t'écoute, Mathias. Je pense que tu as complètement raison, mais c'est pas le style d'Almeida de changer, mais on verra. Peut-être qu'il va finalement apprendre de ce genre de défaite-là. Passons au prochain match, parce qu'il y a eu un autre match juste après entre New York City FC et les Timbers de Portland. Très sincèrement, moi, je pensais que New York City allait passer, malgré le fait que Portland, c'est Portland, on sait à quoi s'attendre du côté des Timbers. Puis finalement, c'est Timbers qui s'impose sur le score de 3-1. Est-ce que tu t'attendais à ce genre de résultat? Moi, je m'attendais à un résultat beaucoup plus serré. Mais est-ce que tu t'attendais à un 3-1 pour Portland et la manière dont s'est déroulé le match pour toi, est-ce que c'était normal ou tu as été surpris? Je m'attendais à une victoire de Portland, peut-être avec moins de buts dans le match. Pour les raisons, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure avec le flanc droit et le flanc de Portland, le flanc gauche de New York City, des choses qu'on n'a pas vues pendant le match. Mais honnêtement, autant le match précédent, San Jose Minnesota, je pense que ça a été mon quart de finale préféré, autant celui-là, c'est celui qui m'a le moins plu. Et disons que j'avais envie de regarder le match, mais si le tournoi ne m'avait pas motivé, peut-être qu'à la mi-temps, j'aurais été me coucher vu l'heure tardive, parce que la première mi-temps était d'un ennui incroyable, et la deuxième mi-temps était pas extraordinaire non plus malgré les buts. Ouais, effectivement, c'était un match très terne, on va dire ça comme ça. Mais commençons déjà par les 11 de départ, comme on fait d'habitude. Donc, côté de New York City FC, ce qui était intéressant avec ces deux équipes-là, c'est que c'était la même formation à peu près, un 4-2-3-1 qui pouvait se changer en 4-3-3. Donc, on avait New York City avec Sean Johnson dans les buts. À droite, Hunter Tinnerholm. Les deux défenseurs centraux, comme d'habitude, Maxime Chanot, Alexander Cayens. À gauche, Ronald Matarrita. Les deux milieux défensifs dans le 4-2-3-1, James Sands, Alexander Ring. Les trois milieux offensifs à droite. Cette fois-ci, Ronnie Dela a choisi Gary McKay-Steven à droite. En numéro 10, Jesus Medina. À gauche, Alexandru Mitrița. Et en pointe, Valentin Castellanos. Du côté de Timbers, c'est Steve Clark dans les buts. À droite, Pablo Bonilla. Les deux défenseurs centraux, Laris Mabiala, Dario Zuparic. À gauche, Jorge Villafania. Les deux milieux défensifs, Diego Chara et Eric Williamson, qui de temps en temps s'avançaient un peu plus que ça. Les trois milieux offensifs, Yimi Chara, Sébastien Blanco en numéro 10, Marvin Loria à gauche. Et en pointe, Jérémy et Bobissé. Est-ce que tu as trouvé que ces 11 de départ, est-ce qu'ils t'ont un peu surpris? Moi, j'ai eu plusieurs surprises dans ces deux 11 de départ, mais est-ce que toi, tu as été surpris de certaines décisions des deux entraîneurs? J'ai été surpris de voir Mackay-Steven sur le terrain, parce que bon, c'est pas le joueur le plus, comment dire, le plus percutant du côté de New York City. Maintenant, ils avaient beaucoup d'absence et il a compensé la blessure de Tajouri Shradi qui est sorti blessé du match précédent. Mais effectivement, il y avait d'autres choix. Il faut dire qu'il y a des joueurs importants comme Morales ou Weber qui ne sont pas en état de jouer, mais peut-être que notre ami Thorrinson, par exemple, aurait pu commencer le match, même si ses présences jusqu'à présent n'ont pas été extraordinaires. Du côté de Portland, évidemment, voir Diego Valeri sur le banc, ça a étonné tout le monde. Ouais, ça, c'était la très, très, très grosse surprise. On ne sait pas officiellement pourquoi, en tout cas, je ne l'ai pas entendu. La théorie, c'était qu'il fallait le préserver
parce qu'il avait peut-être pas forcément 90 minutes dans les jambes, parce que Portland avait eu un jour de moins de récupération que New York City et que donc il fallait veiller à équilibrer les forces offensives et qu'il fallait de l'énergie devant pour la deuxième mi-temps. Et finalement, c'était un bon choix puisque lui, Niezgoda et Polo ont été impliqués dans les 2 buts qui ont fait la différence en deuxième période. Donc, ça va donner raison à l'entraîneur de Portland. Mais c'est vrai qu'au début du match, on se disait, tiens, c'est un choix un peu spécial. Ouais, effectivement, c'est un choix très spécial du côté des Timbers. Il y a aussi un autre choix aussi qui, moi, ça m'a plu quelque part parce qu'on a vu Chris Duval qui était souvent sur le flanc droit avec Portland. Ben, cette fois-ci, c'était Pablo Bonilla qui avait bien fait avant de recevoir la grosse semelle. Je ne me rappelle plus c'était contre quelle équipe à un moment donné, mais il avait reçu un gros coup. Puis je pensais que sa saison était finie. Puis finalement, non, il est encore là, le Vénézuélien. C'est quand même assez intéressant comme jeune latéral droit de 20 ans. Je le trouve assez intéressant. Et d'un autre côté, on a vu encore une fois que Savarese a privilégié la charnière Mabiala-Zubaric au lieu de la charnière qu'on a vue l'année passée, hein, Tuiloma-Mabiala. Donc Zubaric, encore une fois, préféré à Tuiloma. Mais comme tu l'as dit, le gros point, ben, c'était Valérie sur le banc. Et comme tu l'as dit, ça a l'air que c'était une question de conditions physiques. Il n'avait pas la condition nécessaire pour faire les 90 minutes. Mais du côté de New York City, quand tu regardes le 11 et que tu regardes les blessures, parce qu'on le sait, tu l'as dit, Morales était un peu blessé, donc c'est pour ça qu'il était sur le banc, il est rentré durant le match. Même chose pour Hébert, beaucoup de personnes pensaient que c'était un choix du coach. Non, Hébert, c'est quelqu'un qui est blessé et qui a dû faire des bouts de match à cause de ça. Peut-être, comme tu l'as dit, il aurait pu mettre Thorarinsen, mais bon, je sais pas, est-ce que tu as envie de mettre Thorarinsen ou Gary McKay-Steven? Très sérieusement, je vois pas beaucoup de différence entre les deux. Donc, voilà. Ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre, ça aurait été mieux. Mais bon, t'as pas trop le choix. Peut-être qu'il aurait pu un peu, je sais pas, avancer Alexander Ring puis faire entrer Keaton Parks en tant que milieu défensif. Bref, c'est assez simple de parler après coup. Mais je pense que c'était pas la meilleure décision de la part de Ronnie Deila de mettre McKay-Steven, qui a été assez décevant. Tu as parlé un peu du match. Tu as dit que la première mi-temps a été extrêmement ennuyeuse. Je suis complètement d'accord avec toi. Vraiment extrêmement ennuyeuse. On sentait que les deux équipes, on parle souvent du round d'observation, qui d'habitude dure 10 à 15 minutes dans le début du match. On a comme l'impression que ça a pris toute la mi-temps, presque le round d'observation, avant qu'en deuxième, il y ait un peu plus d'intention. C'est sûr que dans cette première mi-temps, il y a le penalty transformé par Jesus Medina et le but de Sébastien Blanco avec un superbe tir placé complètement dans le petit filet. Que j'ai adoré la finition, même si dans la construction, il est un peu chanceux parce que le ballon arrive sur lui un peu par chance. Mais n'empêche, c'est quand même un très beau tir de la part de Sébastien Blanco qui quand même montre encore une fois combien c'est un joueur hors norme, n'est-ce pas, Mathias? Ouais, et puis Blanco, je pense que c'était une des clés de la première mi-temps puisque Valérie est monté en début de deuxième et Portland n'a pas assez utilisé Blanco comme il fallait. Blanco, c'est un joueur d'habitude qui va construire avec Valérie et là, à mes yeux, il ne devait pas être disponible pour construire, pour créer, mais plutôt justement être là pour ses coéquipiers, servir de relais ou être disponible à la finition comme il l'a été sur le but. Il devait beaucoup bouger et on sentait qu'il est habitué à jouer à gauche, il penchait beaucoup trop à gauche. Parfois, j'étais en train de me dire, mais tu sais, Valérie n'est pas là, mais il y a un joueur qui le remplace qui s'appelle Loria et puis il est sur le terrain, ça sert à rien d'aller lui marcher sur les pieds, il joue avec aussi. Hein. Parce que Blanco a été un peu particulier en première mi-temps et pas toujours très bien utilisé par ses partenaires, mais sur le but, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et puis quand Blanco peut s'exprimer comme il faut et comme il veut, ce qui était le cas là, on voit le résultat. Et à ce moment-là, il peut apporter beaucoup. Et en deuxième mi-temps, quand Valérie est monté, il a été plus dans un rôle et dans des combinaisons auxquelles il est habitué. Et là, on l'a vu encore mieux, évidemment.
Oui, et puis on a vu Valérie en 10, et c'est toujours beau de voir Valérie en 10. Quelle classe ce joueur-là. 34 ans maintenant, mais sauf que toujours aussi bon, toujours aussi précis. J'ai adoré le but de Diego Valérie, le 1-2 avec Nice Godin, avec qui il s'entend quand même assez bien, hein, avec le nouveau joueur désigné polonais. Il faut dire aussi que la MLS devient de plus en plus polonaise, hein, dernièrement. Ce 1-2 avec Nice Godin et Valérie, est-ce que si jamais tu es Giovanni Savarese, tu te dis, ben écoute, j'ai fait de bons choix, puis ça a l'air que, ça promet pour le reste de la saison, au cas où il y a une saison régulière, ça promet de voir un joueur désigné comme Niezgoda s'entendre aussi bien avec la légende du club, Diego Valeri. C'est que du bonheur, hein, pour Giovanni Savarese, n'est-ce pas? Que du bonheur, attention. Oui, oui, mais Niezgoda, il passe beaucoup de temps sur le banc, il est remplaçant, il est quand même joueur désigné. Est-ce qu'à un moment donné, il va pas s'impatienter? Parce que chaque fois qu'il monte, c'est bien. Mais pour le moment, c'est toujours Ebo qui est titulaire. Évidemment, on ne connaît pas l'ambiance, on ne sait pas les discours que tient Savarese, comment il discute avec Niezgoda, et si Niezgoda est tout à fait prêt à prendre ce rôle pour longtemps ou pas. Mais si Niezgoda commence à avoir envie de jouer davantage, ça risque d'être un casse-tête aussi pour l'entraîneur. Il va devoir faire un choix entre Ebo Bisse, qui a la préférence depuis le début de saison, et son nouveau joueur désigné polonais, qui, comme tu le dis, s'entend bien avec Valérie. Puis Valérie ne sera pas sur le banc tout le temps non plus. Donc, je pense que Niezgoda, à un moment donné, il va recevoir sa chance, probablement, surtout avec saison régulière, on aura certainement un calendrier chargé. Et je pense que s'il reçoit sa chance, il ne va pas la laisser passer. Oui, ben je pense aussi. En fait, je pense que Savarese n'a pas vraiment eu le choix que de mettre Niezgoda sur le banc parce que Bobissi a tellement bien commencé ce tournoi-là. Par contre, si tu regardes un peu la copie, juste statistique de Niezgoda, qui a joué à peu près un peu plus que 150 minutes sur le tournoi MLS is Back, oui, en 5 matchs, mais quand même juste 150 minutes. Il a quand même 2 buts, une passe décisive. C'est quand même assez encourageant de voir que tu as un joueur qui vient d'arriver dans le collectif, puis qui est capable de s'exprimer assez rapidement. Hein. Donc, je sais pas, moi, je trouve que Niezgoda, je veux vraiment féliciter Giovanni Savarese de vraiment donner la chance au joueur en forme, qui est Bobissé, mais aussi de faire de la place au prochain joueur qui est supposé prendre sa place un peu plus tard avec Niezgoda. Je trouve qu'il est en train de vraiment très bien contrôler la situation de ce point de vue-là. Par contre, j'aimerais aussi parler du côté du New York City FC. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce qu'au début de la saison, avant que la saison commence, j'avais le pressentiment que ce serait la saison de Jesus Medina. Jusqu'à maintenant, ça se passe bien pour lui dans le tournoi MLS is Back. Est-ce que pour toi, tu penses qu'enfin, on va voir Jesus Medina commencer à ramener les résultats qu'on attendait de lui du côté de New York City depuis qu'il est arrivé, parce qu'on s'entend, c'est un joueur désigné qui n'a pas vraiment livré la marchandise depuis qu'il est là, mais sauf que cette année, on le sent un peu plus affûté. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. On le sent plus affûté, on le sent plus impliqué, mais il m'énerve quand même. Déjà, ça chute sur le penalty. Il tombe facilement, il râle beaucoup, il est de temps en temps collectif, mais de temps en temps un peu trop individuel, il ne fait pas toujours les bons choix non plus. Donc, il y a du mieux, certes, il est plus efficace, et ça, c'est bon pour l'équipe, c'est bon pour sa confiance, c'est bon pour la confiance que ses partenaires et son entraîneur ont en lui. Mais il y a toujours un mais. Il faut qu'il s'améliore dans son attitude, je trouve, parce qu'il va y avoir des moments plus difficiles. Et si dans les moments difficiles, autour de lui, on sent qu'il fait ce qu'il faut, mais que ça ne marche pas, et que finalement, c'est une question de malchance et que ça va revenir, il n'y aura pas de problème, et là, la machine va être en route. Mais si on sent que dans son attitude, ça ne va pas, qu'il râle facilement, qu'il ne fait pas ce qu'il faut et tout, ça va être plus difficile de remettre la machine en route après une passe et pendant une passe difficile. Et en plus, pour le moment, Morales est blessé, donc il a plus d'espace pour s'exprimer, mais il ne faut pas oublier que la vedette de cette équipe-là, c'est Morales. Et donc, on verra aussi comment Medina arrive à tirer son épingle du jeu quand la lumière est sur quelqu'un d'autre.
Ouais, ben, peut-être qu'il joue un peu plus bas dans le 4-2-3-1. Il ne faut pas oublier que tu as Morales, puis tu as Hébert aussi hein, sur le banc. Donc, on suppose que Hébert va jouer à droite, Morales en tant que numéro 10, Mitrita à gauche, Castellanos en pointe. Donc, à ce moment-là, tu as la place. Peut-être qu'il prendrait la place de Sands à côté de Ring. En tout cas, on verra, mais il y a un beau casse-tête du côté de New York City. En tout cas, pour Ronnie Deila. J'aimerais parler un peu, pour moi, la clé du match, ce qui a fait la différence, c'est ce penalty dans ce match-là. Si Robert Sibiga n'avait pas sifflé penalty, je pense que la VAR n'aurait pas pu lui donner tort et dire ah non, c'est un penalty à 100%. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je pense que c'est juste le fait que Sibiga a sifflé penalty, la VAR n'a pas pu lui dire non, ce n'est pas un penalty. Mais je pense que si jamais il n'avait pas appelé ce penalty-là, ben, la VAR n'aurait pas dit que c'est un penalty non plus. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tout à fait. Ouais, c'est ça. J'ai comme l'impression que Sibiga a un peu trop influencé le début de ce match-là. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Pas trop influencé, parce que bon, finalement, s'il n'y avait pas eu la VAR, Ouais. ça n'aurait rien changé, qu'il ait sifflé ou pas, ce qui montre bien que la VAR souvent ne sert à rien, mais ça, c'est un autre débat. Et là-dessus, il faut qu'elle serve le moins possible. Donc là-dessus, finalement, l'arbitre a pris sa décision et la VAR a bien fait son travail et prouvé son inutilité. Mais non, mais c'est la réalité. Et tu l'as bien expliqué, il faut que ce soit une erreur manifeste, claire et évidente. Et ce n'était pas une erreur, je pense, manifeste, claire et évidente, même si on se rend compte que Medina en rajoute. On va dire que c'était un penalty à 3%. mais pour que la VAR intervienne, il faut que ce soit à 0%. Ouais. Et donc, la VAR n'a pas pu le faire. Et donc, honnêtement, il faut féliciter l'arbitre qui était derrière sa petite télévision et l'arbitre central qui ont bien utilisé la vidéo à bon escient là-dessus. C'est Alan Chapman qui était à la VAR, juste pour nos auditeurs, Alan Chapman qui a pris cette décision-là, cette non-décision-là plutôt. Donc voilà, je te laisse. Mais c'est vrai que le penalty est extrêmement sévère. Medina, il en rajoute beaucoup. C'est un duel. C'est clair que Mabiala, oui, il le touche, il le bouscule un peu, mais si tu siffles ça, tu dois siffler 12 penalties par match, quoi. Exact. C'est tellement vrai. J'ai trouvé ça tellement. Ouais, je pense que si jamais il n'avait pas sifflé penalty, je pense que personne n'aurait crié injustice, que ce soit du côté de Portland, bien évidemment, mais aussi du côté de New York City, où je pense que il y aurait eu, c'est sûr, comme d'habitude, les fans finis qui auraient été un peu fous, oh, c'est un penalty, ainsi de suite, mais la majorité des fans un peu moins fou furieux, je pense pas qu'ils se seraient plaints si jamais il n'y avait pas eu de penalty sur cette faute-là. Bon, finalement, c'était 1-0 et c'est possible que ça ait un peu sonné l'alarme du côté de Portland parce que est-ce que pour toi, ce penalty-là et le fait d'être mené 1-0 a fait en sorte que Portland s'est réveillé ou est-ce que tu penses que Portland se serait réveillé dans tous les cas? Je trouve qu'ils sont. En fait, le réveil, pour moi, et c'est une des choses dont je voulais parler quand on commençait à parler de cette rencontre-là et pourquoi je pensais que Portland allait gagner, c'est le flanc droit de Portland et le flanc gauche de New York City. Matarrita, c'est quelqu'un qui est extrêmement offensif et il laisse beaucoup de place dans son dos. Et moi, je pensais que Portland allait en profiter, d'autant qu'Imichara, depuis le début du tournoi, il est très bon, il apporte beaucoup de dynamisme et je me disais, et c'est ça qui va faire pencher la rencontre. Et Portland, son flanc droit, il ne s'en est quasiment pas servi. Puis ils ont commencé justement un petit peu après le but, on a commencé à voir Jimmy Chara enfin recevoir plus de ballons et enfin pouvoir passer. Et ils ont commencé à être dangereux un petit peu comme ça et ça les a aidés aussi à se réveiller et à se dire tiens, on peut menacer, même si les buts ne sont pas arrivés par ce côté-là finalement. Et puis finalement, Jimmy Chara est sorti sur blessure et donc là, ça a réinversé. Et honnêtement, j'ai pas compris. Heureusement que les remplaçants ont fait la différence parce que avant le but de Valérie à la 65e minute, je regardais un petit peu les données statistiques de la deuxième mi-temps et les joueurs. J'ai enlevé les 4 défenseurs, donc il restait les milieux de terrain, les attaquants, j'ai enlevé le gardien aussi. Et donc sur 6 joueurs, on va dire pas forcément offensifs parce qu'il y avait les milieux défensifs aussi, mais sur 6 joueurs qui sont censés jouer au milieu ou plus haut, il n'y a aucun joueur qui a touché le ballon sur le flanc droit en 20 minutes. Wow. Sur le flanc droit, aucun. Et là, je me disais, et j'allais le tweeter, et à ce moment-là, Valérie a marqué, mais tu te dis, mais pourquoi
t'as Matarrita qui va toujours se promener et tout, puis on reparlera de Matarrita après peut-être. Et profites-en, mais pourquoi tu passes jamais par là? C'était totalement incompréhensible. Je comprenais pas du tout pourquoi il ne faisait pas ça, pourquoi il n'en profitait pas. Ouais, ben, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que s'il y a un côté à exploiter du côté des adversaires de New York City FC, ben, c'est le côté de Matarrita qui joue à gauche. Je trouve que je pense qu'il irait très bien dans un effectif ou dans une formation qui joue à trois défenseurs où tu es capable un peu d'avoir ce genre de largesse défensive-là ou quoi que ce soit, mais dans une défense à quatre, c'est quand même assez difficile de couvrir le couloir que Matarrita délaisse assez souvent, le couloir défensif que Matarrita délaisse assez souvent. Donc, je suis complètement d'accord avec toi et c'est bizarre que Savarese n'ait pas donné de consignes beaucoup plus précises par rapport à ça. Après, il faut dire que de l'autre côté, Tinnerholm, lui aussi, il est très offensif. Par contre, il a quand même des replis défensifs quand même assez bons. Mais quand même, il y a aussi un endroit, tu peux quand même aussi profiter un peu du fait qu'il est extrêmement offensif, Home, et tu peux jouer aussi un peu dans son dos. C'est peut-être pour ça que Savarese a dû se dire peut-être, ou a peut-être pensé au fait que, tu sais, dans les deux cas, peut-être que je peux exploiter les deux côtés. Et vu que mon côté gauche, le fait que Blanco est à un moment donné est revenu à gauche quand Valérie est rentré, peut-être qu'à ce moment-là, il s'est dit, écoute, je vais m'appuyer sur mes forces au lieu de vraiment appuyer sur leurs faiblesses. Est-ce que tu penses que c'est une consigne de la part de Savarese ou si tu penses que c'est juste les joueurs sur le terrain qui en ont décidé autrement? Un peu des deux, mais je vais te dire que les forces, quand tu regardes les buts de Portland depuis le début du tournoi, Ouais. ils étaient passés par la gauche pour marquer lors du dernier match contre Cincinnati, mais sinon ils étaient passés beaucoup plus par la droite. Jusqu'à présent, bon, ça ne s'est pas fait contre hier contre New York City, mais sinon, si je me souviens bien, contre les deux équipes de Los Angeles, c'était plutôt le flanc droit qui était performant, et contre Houston aussi. En tout cas, en phase de groupe, moi je me souviens que le flanc droit et le côté droit avaient été assez performants dans le cours du jeu. Et pas seulement grâce à Jimmy Chara, mais il apportait beaucoup là-dessus. Puis les autres, justement, profitaient. C'est un joueur qui est très mobile aussi, donc profitait des espaces qu'il libérait en étant mobile. Et puis il attirait des joueurs et ça permettait de bouger. Tandis que sur la gauche, c'est un petit peu différent. C'est plus technique avec Blanco. Et donc, je me disais que justement qu'ils allaient continuer sur cette lancée-là. Et ils ont fait tout le contraire. Finalement, ça a fonctionné. Mais je pense que ça aurait été encore plus facile de gagner si c'était passé par les deux côtés, on va dire ça comme ça. Ouais, non, c'est vrai, tu as complètement raison. Parlons un peu de ce but, le dernier but, le but de Andy Polo. Quand même assez beau. J'ai beaucoup aimé le but parce qu'il a joué, il a utilisé un peu ses défenseurs pour en sorte d'écran pour un peu voiler la face de Sean Johnson et tirer complètement en enroulant sa frappe. Est-ce que pour toi c'est le réveil pour Andy Polo qui a été, je vais dire quelque peu décevant à un moment donné. En fait, depuis qu'il a rejoint la MLS, je le trouve, on s'attendait à beaucoup plus de lui, puis finalement. Bon, c'est bon, mais c'est pas extrêmement bon. Mais est-ce que pour toi, c'est le réveil pour Andy Polo? Je sais pas, je pense que Andy Polo, il est dans un rôle de remplaçant de luxe à Portland depuis un moment, puis il va en falloir beaucoup pour qu'il en sorte, notamment en raison du milieu de terrain. Williamson donne satisfaction depuis le début, puis t'as Valérie, t'as Blanco, t'as Jimmy Chara, t'as Diego Chara. Tu le mets où? Tu le mets où, Polo, comme titulaire? C'est pas possible, donc il va jouer une fois de temps en temps quand il va y avoir des absents, des blessés, mais sinon il va probablement être le remplaçant qui doit faire la différence. Et il faudra qu'il la fasse assez régulièrement pour se mettre en valeur, soit pour gagner sa place dans l'équipe, mais il y a beaucoup de concurrence, soit pour peut-être attirer l'attention d'autres clubs et faire un pas en avant dans sa carrière ailleurs qu'à Portland. Ouais, effectivement. Je suis complètement d'accord avec toi de ce point de vue-là aussi. Je trouve vraiment que ce sera un peu le remplacement de luxe quand même, parce que c'est quand même un bon joueur qui est capable de faire la différence, comme tu le dis. Après, il n'est pas constant. C'est ça le gros problème. Une dernière question par rapport à toi sur ces 11 de départ-là. J'en parle assez souvent chaque fois que je parle de New York City FC, puis je pense pas que j'ai eu l'occasion d'en parler avec toi. Qu'est-ce qu'attendent les dirigeants de New York City FC pour changer cette charnière centrale qui est pour moi tellement nullissime.
Maxime Chanot, Alexander Cayens, je comprends pas comment c'est encore des titulaires du côté de l'Université FC. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi je les trouve vraiment pas bons. Je sais pas toi ce que tu en penses. Chano, je l'aime bien. Moi, je le trouve pas si mauvais que ça, loin de là. Par contre, Cayens, j'ai jamais trouvé bon. Donc, je pense que si Chano était associé à quelqu'un d'autre, qu'il complète un petit peu mieux aussi, ça irait mieux. Parce que Cayens, non, dès les premiers matchs où je l'ai vu, il m'a jamais séduit. Puis je le trouve. Il est lourd. Ouais, il est lourd, il est moyen, il est pas toujours premier sur les ballons, il sait pas toujours où il va. Je sais pas, je suis pas fan du tout. Donc c'est vrai que ils auraient peut-être intérêt à trouver quelqu'un d'autre à associer à l'international luxembourgeois. Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Ben, je suis pas aussi impressionné par Chano. Après, c'est sûr que les deux ensemble, ça va pas. Ça va pas les deux ensemble. Donc, il va falloir qu'au moins un des deux s'en va, de sorte de la charnière pour qu'ils soient un peu plus solides défensivement, je trouve. Après, est-ce que c'est Chano, est-ce que c'est Cayens? Toi, tu penses que c'est Cayens? Moi, j'ai pas encore trouvé, j'ai pas d'avis là-dessus. Pour moi, je sais que les deux ensemble vont pas bien. Il y a Ibeagad sur le banc qui pourrait peut-être être bon. Il a eu de très bons matchs à un moment donné. Je sais que notre ami Anthony de Varenne adore ce joueur-là. Donc bref, il y a un choix ou bien il faudra aller recruter quelque part. C'est sûr, je ne sais pas si tu veux parler d'autres clés durant ce match, une autre analyse durant ce match, ou est-ce qu'on passe directement au meilleur et au pire joueur du match? Oh, passons au meilleur et au pire joueur du match. Parfait, bon, on va faire ça. Ben, je te laisse commencer. Donc pour toi, Oui. meilleur ou pire joueur? Je vais commencer par le meilleur. Pour moi, c'était Diego Chara, qui a été exceptionnel. Je sais pas si je me souviens pas si je me souviens de ballons entre guillemets qu'il a perdu, mais en fait Portland les a quand même gagnés. Donc c'était des comptes défavorables, mais ça finissait quand même dans les pieds d'un coéquipier. Donc je sais pas si quand il était proche du ballon et quand il a touché le ballon, son équipe l'a perdu une seule fois. Il a eu de l'influence sur toute la largeur du terrain. Il a récupéré, il a calmé le jeu, il a construit, il a fait un excellent match. Souvent, on connaît son tempérament, il aime mettre le pied, agressif, etc. Mais là, on a vu un Diego Chara, on a vu surtout ses autres qualités, même si bon, mettre le pied et être agressif, c'est pas forcément toujours une qualité non plus. Parfois, ça tourne en défaut d'ailleurs pour lui. Mais on a vu tout le reste de sa palette de joueurs hier contre New York City, et j'ai trouvé vraiment très très bon. Ouais, je suis dans les autres podcasts, chaque fois que je parlais de Portland, c'est souvent je choisissais Diego Chara comme meilleur joueur et que j'ai trouvé très bon aussi hier. Puis tu sais, c'est drôle parce que juste avant, je te disais Alonso, un des meilleurs 6 en MLS. Puis quand tu vois que tu as Chara aussi, c'est difficile de choisir entre les deux. En tout cas, c'est les deux meilleurs, ou en tout cas dans les deux meilleurs, si ce n'est les seuls deux meilleurs dans la MLS. Wanyama va mettre tout le monde d'accord, les gens. On verra. C'est encore trop tôt pour parler de Wanyama. Par contre, pour moi, le meilleur joueur du match, j'ai envie de le donner à Blanco. Même si, comme tu l'as dit, il était un peu perdu lors de cette première mi-temps. Juste le fait que tu as une occasion, et même, je vais dire, une demi-occasion, parce que le but qu'il marque, il y a quand même deux défenseurs devant lui. Donc, il faut qu'il arrive à trouver ce trou de souris-là pour marquer dans le petit filet. Il faut qu'il ait la justesse technique pour le faire. Et puis en deuxième mi-temps, il a été quand même assez bon. Il a été virevoltant. Il a été là. Il a été à son poste habituel sur la gauche. Il a même donné la passe décisive à Apollo, même si c'est pas vraiment une passe extraordinaire. C'est quand même une stat sur le match. Je trouve que Sébastien Blanco a été un peu le facteur X du côté offensif pour les Timbers. Donc moi, je choisis Blanco. Et toi, pour le pire joueur? Oh, pour le pire, j'ai vraiment beaucoup de mal à choisir quelqu'un. C'était quand même assez compliqué. Je vais le donner on va dire à contre-cœur, à Matarrita. Ok. À contre-cœur dans la mesure où je pense que ce n'est pas toute sa faute, mais bon, tout à l'heure, je parlais justement de Portland qui n'allait jamais jouer sur le flanc droit. Et donc, ils auraient dû en profiter avec Matarrita. Et puis, Matarrita, ses montées, ses centres n'ont pas souvent trouvé quelqu'un. Ses montées ont été un petit peu trop rares.
Ils auraient pu exploiter justement le fait que Matarrita joue haut et normalement est très bon offensivement, mais pour moi, il m'a déçu offensivement, et deux, s'il n'a pas reçu assez de ballons, c'est peut-être pas non plus seulement de sa faute. Et aussi, ça c'est une question que je me pose et qui a évidemment pas de réponse. Est-ce que New York City s'est dit, si on passe souvent par lui, est-ce qu'on risque justement de se faire contrer dans son dos parce que le ballon est de son côté, donc on va essayer quand même d'éviter ça, et puis si eux ils veulent pas jouer de ce côté-là, nous on va pas le faire non plus. C'est possible que c'était un choix d'équipe également. Mais le fait que Portland délaisse complètement son flanc droit, je pensais que ça allait donner de la place, et je me suis dit à un moment donné, New York City va essayer au moins, surtout au moment où il devait revenir au score, va essayer au moins d'exploiter cette arme-là. Puis ils ne l'ont pas fait, donc c'est ça, c'est peut-être pas forcément seulement de la faute du joueur, mais il n'a pas été extraordinaire non plus. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Puis écoute, comme tu l'as dit, c'était difficile de choisir le pire joueur du match parce qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est passé complètement à travers de son match. On a vu un collectif qui n'a pas fonctionné du côté de New York City FC, mais on peut pas pointer du doigt un joueur comme tu le dis. Donc, on va quand même, tu as quand même trouvé quelqu'un. Et finalement, on se prête au jeu. Donc, c'est assez difficile de trouver ce joueur-là qui a été décevant. Moi, je vais le donner à Gary McKay-Steven. Je vais le donner à lui parce qu'il avait une chance de prouver qu'il avait le talent nécessaire de prendre une place de titulaire le temps que et d'un peu brasser les cartes pour Ronny Deila en disant écoute, est-ce que je prends Tajouri Shradi, est-ce que je prends Hébert, est-ce que je prends, puis je pense qu'il a manqué sa chance, il a juste manqué sa chance, il a été transparent selon moi dans ce match-là. Je l'ai vraiment trouvé pas bon et c'est rare que je trouve un joueur pas bon. Donc, voilà, j'ai trouvé qu'il n'a pas fait la différence, puis il a été remplacé à la 56e minute, puis je pense que si Ronny Deila pouvait le changer à la 3e minute, il l'aurait fait aussi. Donc, voilà. C'est un peu cher, mais je te rejoins par rapport à lui dans la mesure où, en fait, il n'a pas... C'est ça, c'est que s'il réfléchit à son match, je me demande ce qu'il doit se dire sur son match. Parce qu'il n'a pas raté beaucoup de passes, il n'a pas raté beaucoup de gestes, sauf qu'il n'a jamais rien osé, il a fait beaucoup de passes en retrait, il ne s'est pas beaucoup avancé dans le camp adverse, puis quand il était dans le camp adverse, justement, il n'a jamais essayé de faire des choses vraiment qui faisaient monter l'équipe vers l'avant et qui faisaient avancer et progresser le jeu en faveur de New York City. Donc, je ne vais pas dire qu'il s'est caché, mais c'est vrai qu'il n'a pas osé. Tu parles de chance qu'il avait à saisir, et dans cette mesure-là, oui, c'est un échec. Exact. Et puis, si tu y penses, dans un 4-2-3-1, c'est ces deux ailiers-là, ces deux joueurs de côté-là, qui peuvent se permettre de faire des risques. En tout cas, à mon avis, à moi. Donc, si jamais tu as quelqu'un qui peut se permettre de faire ça, et d'habitude, dans un 4-2-3-1, c'est eux qui vont aller faire, essayer de tenter des 1 contre 1, de faire des dribbles et ainsi de suite. Lui, il n'a rien fait, comme tu l'as dit, et c'est ça qui me dérange un peu. Après, il n'a pas eu non plus, il n'a pas fait d'erreur, il n'a pas fait un mauvais match, il n'a pas donné des passes n'importe comment, non, mais c'est juste que, comme tu l'as dit, il n'a pas osé, On a senti qu'il a eu peur. Je ne sais pas si c'est qui lui a fait peur en face. C'est qui lui a fait peur en face? C'est Bonilla, selon toi, mais bon, il n'y avait pas quelqu'un qui faisait vraiment peur devant. C'est Villafania en face de lui, hein. Oui, c'est Villafania, excuse-moi. Ouais, c'est Villafania à côté de lui parce qu'il jouait à droite. Oui, donc Villafania, c'est pas non plus. Je pense que c'est lui-même qui s'est fait peur. Je pense que c'est bon, t'as une occasion à saisir. Puis tu compares un peu son match avec celui de Mitrita. Mitrita n'a pas été extraordinaire non plus, mais Mitrita a touché beaucoup plus de ballons. Mitrita a beaucoup plus osé. Il a raté beaucoup plus aussi, mais il a beaucoup plus osé. Alors est-ce que... Tu sais, c'est ça, faut te mettre dans la peau du jeune. Tu dis, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que mon entraîneur va préférer? Que je rate beaucoup de choses, mais que j'essaye? Ou est-ce qu'il va plus voir que si je rate rien, mais bon, après, finalement, tu n'as rien apporté non plus. Donc, dans un cas comme dans l'autre, c'est pas bon. Puis en plus, là, avec les blessures, si le tournoi avait continué, tu aurais quand même pu aller plus loin. Et il y a une autre chose, tout à l'heure tu as parlé de Tine Holm. Je pense qu'avoir Tine Holm derrière toi, c'est quand même une garantie. Tine Holm, c'est un joueur, même s'il prend des risques offensifs, c'est un joueur qui est responsable, et je pense qu'il serait dit, bon, devant moi il y a un jeune, si le gars il essaye, je vais quand même le couvrir, je ne vais pas monter à mauvais escient non plus. Et si tu avais eu Matarrita derrière toi, là je comprends que tu sois un peu plus timide, et donc il n'a pas
il n'a pas osé et il le paye très cher parce que si New York City était qualifié, probablement qu'il jouait la demi-finale aussi avec Tajori Shradi, Hébert, Morales qui sont encore pas forcément en état de jouer les 90 minutes. Donc il aurait eu une autre chance de se montrer. Maintenant, est-ce que quand la saison régulière va recommencer, les autres ne seront pas rétablis et il ne va pas se retrouver sur le banc? Là, et à un moment donné, les matchs précédents, c'est lui qui sortait du banc aussi en deuxième mi-temps, mais vu ce qu'il a montré, il va commencer à devoir se réveiller et à faire la différence en tant que remplaçant ou en tant que titulaire s'il l'est, parce que s'il ne fait pas la différence dans son rôle, la différence, ça va être pour lui, ça va être qu'on ne le verra plus sur le terrain. Ouais, effectivement, c'est ce que je pense aussi. Il va falloir qu'il prenne des risques. Et comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Donc voilà, il va falloir qu'il tente quelque chose. Et puis passons, comme on fait d'habitude à partir de, à chaque fois qu'il y a un nouveau tour à jouer, je demande à mes invités de donner des prédictions sur les matchs qui arrivent. Donc le prochain tour, c'est les demi-finales. On a la première demi-finale qui va se jouer le 5 août. Le 5 août, donc c'est le mercredi soir à 8h le soir, heure du Québec, donc 2h du matin, heure française. Philadelphie, Portland. Pour toi, Mathias, qui passe? Je pense que pour moi, c'est le match le plus serré des deux. Honnêtement, j'ai du mal à voir quelqu'un qui va se qualifier facilement parce que c'est deux équipes dont, on va dire, les forces offensives sont aussi des forces défensives de l'adversaire. Donc, il va falloir trouver des petites astuces pour sortir de là. Portland n'a pas toujours été discipliné, on n'en a pas parlé, mais Portland avait quand même encaissé son 3e but sur penalty du tournoi, même si le penalty était très léger. À un moment donné, il va falloir aussi faire attention à ça. Je pense que l'équipe qui va arriver à prendre le match en main et à prendre l'initiative va s'en sortir. Et depuis ce que j'ai vu depuis le début du tournoi, Philadelphie ose davantage prendre le match en main quand... peu importe les circonstances, alors que Portland, on l'a vu hier, par exemple, en début de rencontre contre New York City, il a fallu qu'ils se réveillent, ils ont laissé faire l'adversaire. Et Philadelphie a aussi appris et défend beaucoup mieux et aura une occasion de confirmer ses progrès défensifs dans ce match-là. Donc, je vais donner un léger avantage à Philadelphie. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, à chaque fois que... je trouve que Philadelphie a été une des meilleures équipes dans le tournoi, si ce n'est... je dis pas la meilleure, mais une des meilleures. Parce que, bon, il y a Columbus qui a très bien fait dans la phase de groupe. Il y a Minnesota qui se débrouille très très bien. Il y a Orlando qui se débrouille très très bien. San Jose aussi. Donc, je dirais pas la meilleure équipe, mais elle a très bien fait depuis le début. Et ce que je pensais qui était un peu... un milieu de terrain que je pensais qui allait perdre sa superbe après le départ de Medunjanin l'année passée. C'est avéré qu'il a été très bien remplacé par José Martinez. J'aime beaucoup ce milieu, j'aime beaucoup cette tactique. Déjà, c'est une tactique que j'adore, le 4-4-2 diamant. Et puis, le réveil de Sergio Santos, pour moi, donne encore un avantage supplémentaire. Après, bon, il faudrait que Prisvilko se réveille parce qu'il s'est endormi dernièrement. Donc, mais je donne un avantage à Philadelphie aussi. Même si c'est très difficile de dire que Portland passera pas. Je l'ai fait la fois dernière, puis là, je m'en mords les doigts parce que Portland, c'est une équipe, quand on l'attend le moins, c'est là qu'elle performe. Donc voilà, un match, je pense, qui va être très, très, très intéressant à regarder. Mais je donne un léger avantage aussi de mon côté à Philadelphie. Dans la deuxième demi-finale, tu as Orlando-Minnesota qui se joue le 6 août, donc c'est le jeudi 6 août à 8h le soir, heure du Québec, donc 2h du matin, heure française. Pour toi, qui est l'équipe qui passera selon toi, Mathias? Minnesota. Oh, ok. Aucune hésitation. Non, là, moins d'hésitation. Je pense que ce sera quand on arrive à ce stade de la compétition. Je pense que de toute façon, normalement, ce sont des matchs serrés. Ce sont des équipes qui ont quand même montré beaucoup de choses. Puis l'entrejeu d'Orlando, sa motivation a fait pas des miracles parce que ce serait un peu méchant pour la qualité des joueurs et le travail footballistique et de jeu qui a été fait par Pareja et son équipe, mais a permis à cette équipe de se sublimer jusque-là. Par contre, première chose, Minnesota, on l'a dit tout à l'heure, a trouvé les clés pour barrer à la fois Columbus et San Jose, qui sont deux équipes quand même assez particulières. Minnesota, c'est aussi une équipe qui a montré depuis le début du tournoi qu'elle sait défendre quand il faut défendre, qu'elle sait attaquer quand il faut attaquer.
On se souvient, lors du match contre Columbus, tout le monde disait « Oh, Minnesota, ils ont beaucoup défendu, c'était une tactique un peu spéciale. » Et puis contre San Jose, c'était le contraire. Quand ils avaient le ballon, ils osaient, ils allaient. Oui, San Jose a eu le ballon, mais Minnesota, je pense, derrière, très très loin de là, ils pressaient très haut, ils récupéraient le ballon rapidement. Et quand ils l'avaient, ils posaient leur jeu, ils attaquaient. Et d'ailleurs, c'est un peu dans l'ADN de cette équipe-là. Donc, je pense que s'ils arrivent à le faire contre Orlando, Orlando va souffrir parce qu'Orlando, il n'y a pas grand monde qui a réussi à le priver de ballon jusqu'à présent. Et quand Orlando est privé de ballon et qu'il doit défendre, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour le moment. Et par contre, si Minnesota est privé de ballon et qu'Orlando gagne la bataille de l'entrejeu, on en a parlé tout à l'heure, Minnesota est quand même suffisamment organisé pour nous faire un match, ce que j'appellerais un petit peu du Costa Rica à la Coupe du Monde 2014. Costa Rica à la Coupe du Monde 2014, c'était une équipe un petit peu particulière parce que tout le monde disait « Ah, c'est une équipe qui joue, qui défend et qui marque juste en contre-attaque ». Et ce qui était tout à fait faux, c'est parce que le Costa Rica défendait, oui, et puis l'adversaire, pendant quelques minutes, se relâchait, laissait le ballon au Costa Rica en se disant bah, « De toute façon, ils sont juste dangereux en contre-attaque, donc on peut les laisser jouer 5-10 minutes ». Et pendant ce temps-là, c'est à ce moment-là que le Costa Rica marquait ses buts, quand il faisait le jeu. Et donc Minnesota est tout à fait capable aussi de tenir le coup contre Orlando. Et quand Orlando voudra souffler et que Minnesota s'installera 5 minutes dans le camp d'Orlando, Minnesota pourrait faire la différence aussi. Et en plus, cette défense de Minnesota n'est pas toujours disciplinée et peut se prendre des buts sur phase arrêtée. Elle a quand même encaissé pas mal de pénaltys, mais Orlando, est-ce qu'il va être capable de faire ça? Est-ce qu'il va être capable de provoquer la défense de Minnesota? Je ne sais pas. Ce sera peut-être une des clés du match qui pourrait faire pencher la balance dans l'autre sens. Parfait. Mais Minnesota pour moi quand même. Minnesota pour toi quand même. Écoute, moi je trouve que ça va être, je pense que c'est le match qui va être le plus intéressant dans cette demi-finale. Je vais expliquer mon point un peu à ma façon. Si tu regardes Orlando depuis le début du tournoi, ben écoute, c'est un système assez rigide, on va dire ça comme ça. C'est un 4-2-3-1. Tout le monde connaît ses rôles. C'est très bien, surtout pour d'avoir des certitudes en avançant. Par contre, si tu regardes Orlando, ben, ils ont joué contre des équipes désorganisées. Donc, on a vu depuis le début, en tout cas, des tours à élimination directe. On a Montréal. On connaît tous les problèmes de Montréal du côté de leur système de jeu qui est toujours pas encore défini. Hein, et je pense qu'on en a parlé assez longuement sur plusieurs plateformes. La deuxième, tu avais LAFC. LAFC, c'est un peu la folie offensive, c'est que défensivement, on sait que c'est pas trop ça. Puis finalement, il leur a fallu aussi un peu de chance, bien évidemment, Orlando. Et puis là, tu te retrouves face à une équipe de Minnesota qui est capable de s'adapter à plusieurs systèmes de jeu. Donc, tu arrives à un moment où tu as Minnesota qui pourra bien préparer le match parce qu'ils savent comment Orlando va jouer. Par contre, les certitudes d'Orlando sont quand même assez fortes et assez ancrées, donc ce qui veut dire que les automatismes ont commencé à vraiment se développer du côté d'Orlando. Donc pour moi, c'est intéressant parce que tu as un système de jeu qui est déjà mis en place par Oscar Pereira, qui a marché jusqu'à maintenant et qui a montré ce qu'il est capable d'être fait, face à un système du côté d'Adrian Heath, un système qui est adaptable et qui a fonctionné sur différentes façons face à différents styles d'équipes, donc Columbus, San Jose. Donc, ça va être assez intéressant. Écoute, je vais dire Minnesota aussi. Par contre, j'ai très peur de me mordre les doigts parce que chaque fois que j'ai parié contre Orlando, ben je me suis tapé un peu comme Portland de ce point de vue-là. Mais je vais dire Minnesota aussi. Puis je pense qu'une finale Philadelphie-Minnesota, ce sera vraiment du gâteau. Ça va être très 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 beau à voir. Donc voilà pour mon choix aussi. Le mot de la fin, Mathias? Bah, je vais rebondir sur ce que tu as dit par rapport à Orlando. C'est clair qu'ils ont un système de jeu qui est très bien travaillé sous Pereira. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent s'adapter? Eux, si jamais Minnesota trouve la parade, ça c'est une autre question. C'est ce qu'on verra. Mais Pereira est là depuis tellement peu de temps que s'il n'y arrive pas, faudra taper sur les doigts de personne. Donc, ça pourra tout à fait se comprendre. Et donc, peut-être qu'une des clés pour Orlando, ce sera d'imposer son système de jeu. Et la deuxième chose, je pense aussi qu'une Philadelphie-Minnesota, ce sera très chouette. Puis, c'est la finale que j'ai envie, parce que là, on a dit ce qu'on pensait qu'elle arrivait, mais c'est aussi la finale que j'ai envie de voir. Mais ça, l'explication, je la garde parce que j'ai quand même dit beaucoup de choses qui seront répétées, je pense, mardi. Et l'explication de ça, je la garde pour les auditeurs de Coup Franc pour l'émission de la semaine prochaine. Cette semaine, en fait. C'est parfait, Mathias. Écoute, merci beaucoup d'être venu pour commenter ces matchs d'hier et nous donner un peu nous faire part de ton expertise sur la MLS. C'est toujours très apprécié de te recevoir, Mathias.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup de l'invitation et des diverses invitations depuis le début du tournoi. C'est très apprécié aussi. Ben, parfait. Ben, merci à vous tous de nous avoir écoutés pour ce nouveau podcast sur le tournoi MLS is back. Et à mercredi pour le prochain épisode, jeudi pour le prochain épisode de ce podcast-là. J'espère que ça vous a plu et à la semaine prochaine. J'espère.